Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV en partenariat avec France 24. Code 24, votre code d'accès à la planète info. Passons tout de suite au sommaire de cette édition. Il y a un an, l'OMS enregistrait le premier cas d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Depuis, le virus a fait plus de 10 000 victimes. Direction le Libéria, où l'heure est à la reconstruction. Retour sur l'opération Cheval de Troie à Birmingham au Royaume-Uni. C'est dans cette ville que des extrémistes ont été accusés de vouloir prendre le contrôle d'écoles publiques. Cap sur le Koweït, près de 25 ans après l'invasion des troupes irakiennes de Saddam Hussein. Comment vivent les Koweïtiens aujourd'hui dans ce pays qui fait parfois figure de modèle dans la région? De Rio de Janeiro à New York, les étrangers raffolent du pain français, à tel point que des étudiants du monde entier viennent se former en France pour ensuite ouvrir leur propre commerce. Nous irons au Pakistan où les attaques contre les chiites se multiplient, en cause un nombre croissant de talibans ayant fait allégeance à l'organisation de l'État islamique. Coup de projecteur enfin sur les petites mains, ces ouvrières hors pair, au savoir-faire unique, qui travaillent les plumes, les broderies ou encore les plissés pour les grandes maisons de couture. Il y a un an, l'OMS enregistrait le premier cas d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Depuis, le virus a fait plus de 10 000 victimes et a affecté des dizaines de milliers de personnes dans la région. Si l'épidémie se poursuit encore à un moindre rythme en Guinée et en Sierra Leone, le Libéria n'enregistre presque plus de nouveaux cas. Une situation que le pays doit à la forte mobilisation de son gouvernement et de ses partenaires. Le plus dur de la crise sanitaire semble appartenir au passé et l'heure est désormais à la reconstruction. Reportage des correspondants de France 24 au Libéria, Katrina Vitozzi, Arnaud Forger. Jacob a 1 an et demi et il se sent mieux. Le bébé a été malade pendant des mois. Sa mère Lydia l'a finalement emmené dans une clinique. Une démarche qui l'effrayait il y a quelques semaines encore. Cette crise d'Ebola me faisait peur. Je n'osais pas aller dans une clinique. Ce sont des gens qui m'ont encouragé à aller consulter pour mon enfant malade. Les familles restaient à l'écart des hôpitaux pendant que l'épidémie se répandait sont nombreuses. Avant la crise, les capacités du système de santé libérien étaient limitées, manque de personnel et de moyens pour prévenir et contrôler la propagation du virus. Ebola a mis à mal un arsenal sanitaire déjà défaillant. Mais la crise a aussi eu de bons côtés, notamment en suscitant l'attention mondiale. Avec Ebola, le soutien des ONG et du gouvernement a augmenté. On nous a fourni du matériel tous les jours, tous les mois, des combinaisons, des gants. Avant, c'était pas comme ça. Le Libéria n'a enregistré qu'une poignée de nouveaux cas ces 6 dernières semaines. L'objectif est désormais de rendre durables les progrès constatés. Nous avons commencé la mutation de notre système de santé pour reconstruire quelque chose de solide. Pourquoi Ebola a-t-il anéanti notre système de santé? C'est parce qu'il était trop fragile. Donc il n'y a pas de temps à perdre. Il faut repenser et reconstruire ce système de santé. Nous en discutons avec nos partenaires venus pendant la crise. Le secteur de la santé n'est pas le seul à avoir malgré tout tiré profit de cette crise. Avant l'épidémie, il n'y avait pas l'eau courante pour les 600 élèves de cette école. Les années précédentes, nous devions aller chercher de l'eau dans des puits situés à l'extérieur de l'école pour avoir de quoi boire, laver les vêtements et faire fonctionner les toilettes. Depuis l'arrivée d'Ebola, l'accès à l'eau et à l'assainissement dans les écoles sont une priorité du gouvernement. Et avec l'aide de l'ONG Oxfam, cette école possède désormais un puits et une pompe manuelle. La joie des enfants est débordante, ils sont heureux. Vous vous rendez compte ce que ça signifie de faire fonctionner une école pendant 4 ou 5 ans sans eau potable, en allant la chercher à l'extérieur? C'est juste une libération. Une libération. Les besoins étaient là depuis des années. Pourquoi a-t-il fallu une épidémie mortelle pour y répondre?
Le Libéria reçoit des fonds pour la santé et l'éducation depuis la fin de la guerre civile, mais les donateurs reconnaissent qu'ils n'étaient pas suffisants. Il y a déjà eu de nombreux projets, mais ils étaient sans doute trop sporadiques. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'on a l'opportunité de mener des actions bien plus importantes, coordonnées, à dimension internationale. Alors qu'avant, ces actions auraient été menées par différentes organisations, chacune de leur côté. Tout cela doit s'effectuer avec le gouvernement pour s'assurer qu'il est bien impliqué et que tout le processus est transparent et responsable. Bien sûr, il reste de nombreux défis. Ebola a fait 4000 morts au Libéria et affecté la vie de dizaines de milliers de personnes. La communauté internationale et notamment l'Organisation mondiale de la santé ont été critiquées pour la lenteur et la faiblesse de leur réponse dans les premiers mois de l'épidémie. Sur France 24, l'OMS a affirmé vouloir créer une force de réserve, une force qui pourrait être déployée plus rapidement en cas d'urgence sanitaire. Si nous voulons tirer les leçons de cette crise, il faudra développer une force d'intervention capable d'arriver sur les lieux d'une épidémie comme celle-ci bien plus vite. Cela signifie avoir l'expertise technique disponible, avoir les capacités financières et logistiques pour répondre bien plus rapidement. Les enseignements de cette épidémie ne pourront pas réparer les dégâts causés ici, mais ils peuvent peut-être éviter qu'une crise sanitaire similaire ne se produise à nouveau. Dans les 3 pays les plus touchés par Ebola depuis 1 an, le Libéria, la Guinée et la Sierra Leone, se profile un mal plus connu, mais tout aussi redoutable, la rougeole. On l'a oublié en Europe, cette maladie infantile peut être mortelle. Des milliers d'enfants risquent d'être emportés, en cause l'effondrement des vaccinations dues à l'encombrement des hôpitaux et à la méfiance des parents. À Monrovia, la capitale du Libéria, les premiers cas de rougeole sont apparus dans le bidonville de Peace Island fin mars. Les communautés musulmanes de Grande-Bretagne sont-elles bien intégrées? Dans une lettre aux imams en début d'année, le gouvernement britannique s'est dit fier de la solidarité des musulmans britanniques aux attentats de Paris, ajoutant toutefois qu'il devait en faire plus pour empêcher la radicalisation des jeunes. Birmingham, la deuxième ville du Royaume-Uni, a la plus forte population de musulmans du pays. C'est ici que des extrémistes ont été accusés l'an dernier de vouloir prendre le contrôle d'écoles publiques. Dans le cadre d'une opération appelée Cheval de Troie, des groupes religieux auraient tenté d'évincer les enseignants non musulmans. Les autorités locales et nationales ont aussitôt ouvert des enquêtes dans une atmosphère de panique. Un reportage signé Hervé Amoric, Enda Olouni, Lucy Fielder. Shabina Bano est née à Birmingham de parents pakistanais. Elle a grandi ici. Chef d'entreprise, mère de 4 enfants et musulmane pratiquante. On lui demande parfois si elle est d'abord britannique ou musulmane. Je suis d'abord humaine, puis musulmane et britannique, car je vis en Grande-Bretagne. Ma nationalité ne s'oppose pas à ma religion. Si vous demandez aux enfants quelle équipe ils soutiennent, car il y a un match, c'est l'Angleterre, ils sont britanniques. Le matin, Shabina conduit les enfants à l'école. Ses filles étaient inscrites dans une école religieuse, mais leur mère a décidé de les envoyer à l'école publique pour leur ouvrir l'esprit. Mes enfants doivent trouver leur place dans la société laïque, connaître les autres religions. À la maison, c'est moi qui leur enseigne la religion. C'est pas le rôle de l'école. Parmi les 600 élèves de cette école, 5 seulement ne sont pas musulmans. Comme Academy, Allnow a une grande liberté de gestion. L'école est financée à la fois par l'État et par des sponsors qui peuvent être des groupes religieux. Des extrémistes auraient tenté de prendre le contrôle de 15 écoles publiques de Birmingham comme celle-ci pour promouvoir leur interprétation radicale de l'islam. 5 enquêtes officielles ont été conduites. Récemment, les députés britanniques ont conclu que ces accusations étaient sans fondement. Belal Balali est avocat. Il est l'un des responsables de cette mosquée. Sa fille est scolarisée à Allnow. Les accusations proférées contre l'école l'ont profondément choqué. Je n'ai jamais eu l'impression qu'on avait affaire à un complot orchestré par des fondamentalistes, des extrémistes qui allaient convaincre mes enfants de mettre une veste bourrée d'explosifs pour aller se faire sauter dans une piscine. C'est complètement fou. Barry Henley préside le conseil d'administration d'Allnow Academy. Ce conseiller municipal
estime que, même si la religion est enseignée à l'école publique ici, certains établissements avaient abusé de leur liberté. À Olno, par exemple, on enseignait le Coran après les classes, ce qui ne pose pas de problème si c'est organisé par la mosquée. Mais dans ce cas, c'est l'école qui payait l'enseignant, ce qui est interdit, car l'école publique était devenue une école confessionnelle. Pour être admise, l'éducation religieuse et la prière à l'école doivent être multiconfessionnelles. Un quart de la population de Birmingham est d'origine asiatique. 14% des habitants sont musulmans. Depuis un an, l'affaire du cheval de Troie a rouvert le débat sur l'intégration. Né au Pakistan, Khalil Mahmoud est le député local. Il est très critique des écoles concernées par l'enquête. De vrais problèmes ont été détectés et la cause de ces problèmes est le manque d'intégration dans certains quartiers à prédominance musulmane ici à Birmingham. Nous devons favoriser la mixité des quartiers et une meilleure intégration. Bien sûr, le communautarisme est source de problèmes. Shabina dirige une société de meubles qui emploie des gens du quartier, toutes religions confondues. D'origine modeste, Shabina semble être un modèle d'intégration. Il est important de s'intégrer quelle que soit votre origine. C'est un mode de vie. Il faut respecter l'autre. Mais on n'arrête pas de nous dire qu'il faut s'intégrer davantage. Nous sommes intégrés. J'aimerais bien savoir ce que l'on doit faire de plus. Après les attentats de Paris, le gouvernement britannique a envoyé une lettre aux mosquées, demandant aux dirigeants de faire plus pour déraciner les extrémistes. De nombreux musulmans n'ont pas apprécié le ton de cette lettre. Il y a beaucoup de ressentiment ici à l'égard des politiques qui essayent de nous criminaliser, qui nous montrent du doigt constamment, des politiques qui présentent comme des faits des accusations sans preuve. Ils nous donnent la réputation d'être une communauté à problème. Ceux-là même qui nous reprochent de ne pas donner une voix aux communautés, de ne pas demander leur avis ou de ne pas solliciter leur aide pour répondre aux défis auxquels nous faisons face, ceux-là se plaignent du fait que nous leur avons écrit. Eh bien, moi, je suis fier de notre lettre. C'était le bon moyen de chercher une solution collective aux problèmes qui nous font face. Les élus britanniques et les responsables de la communauté musulmane de Birmingham sont d'accord sur un point. Pour éviter la radicalisation des jeunes musulmans, leur intégration dans la société est capitale. À la suite de la controverse du cheval de Troie, le ministre de l'Éducation a demandé à toutes les écoles du pays de promouvoir les British Values, les valeurs fondamentales britanniques de démocratie, de tolérance et de respect mutuel. Si les directeurs d'école ne parviennent pas à suffisamment diffuser ces valeurs nationales dans leurs écoles, ils pourraient être remplacés. C'est d'ailleurs le ministère de l'Intérieur qui prendra cette décision. Restez sur Futur TV, on se retrouve dans quelques instants.